adopté. Madame Bizzota, vous avez maintenant le rapport qui était attendu sur le déploiement de la technologie 5G au Pays Basque. C'est un sujet que un certain nombre de nos collègues élus d'un certain pôle en particulier ont souhaité soumettre à notre communauté d'agglomération, même si c'est un sujet qui concerne aussi et voire en premier les communes. Mais nous avons souhaité qu'un débat puisse évoluer là-dessus et vous en avez pris la charge, la responsabilité. Madame Bizzota, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous avez tous été destinataires de ce projet de délibération aujourd'hui, après que le Président a mis en place un groupe de travail. Plusieurs collègues qui l'ont souhaité ont intégré. Et ensuite, nous avons eu un débat en Conseil exécutif. Cette délibération, elle tend à la fois à répondre à une première question qui était celle de demander la mise en place d'un moratoire. Alors déjà, c'est un dossier qui est complexe. Je vais essayer d'être le plus clair possible. D'abord, on ne peut faire que demander un moratoire, parce que nous n'avons pas la compétence pour en instituer un, comme ça nous est demandé dans différents documents qui nous ont été transmis. Il faut être très clair là-dessus. La seule instance qui peut prendre un moratoire sur le déploiement de la 5G, c'est le gouvernement. Donc, en fait, il fallait demander un moratoire, mais l'instituer n'est pas possible. Alors, je vais quand même être dans ce rapport. Vous avez aussi été destinataire de beaucoup de choses qui sont distribuées, et moi aussi j'ai été un peu blessé, le mot est fort, mais en tout cas interpellé par certains mots qui sont employés dans ces documents, parce que je pense que le dialogue est ouvert. Moi-même, j'ai souvent répondu, discuté avec ces associations, et ça remonte loin, parce que le débat que nous avons aujourd'hui, nous l'avons eu sur la 4G, dans les mêmes circonstances, dans le même contexte, avec les mêmes arguments. Aujourd'hui, on nous demande de l'accélérer, donc vous voyez que les paradoxes, nous les vivons tous, au quotidien et collectivement. Alors, quand dans le premier, et ça va me permettre d'expliquer la réflexion que nous avons eue au niveau du groupe de travail. Quand je vois qu'on dit qu'on passe à côté de la problématique 5G, je voudrais savoir en quoi. Les communes sont ignorées, méprisées, administrées, réduites à de simples citoyens, chargées de subir des choix technologiques promus par des gouvernements. On ne parle pas d'ici, je pense, parce que d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui pensent et qui se sont fait une opinion. Déjà, hein, il ne faut peut-être pas mépriser tout le monde non plus. Alors, les communes ignorées et méprisées, ça pose question quand même. Alors déjà, c'est la compétence des communes et absolument pas de la communauté d'agglomération. Le problème a été porté ici. On va en débattre, enfin en discuter et en débattre. Mais c'est la responsabilité des communes. Actuellement, peut-être pas toutes les communes, mais les communes de la côte, hein, bien sûr, parce que les opérateurs vont d'abord s'attaquer à la côte, n'est-ce pas, sont submergés de demandes. Je crois qu'on a un peu plus d'une trentaine de dossiers, ne serait-ce que pour Bayonne. Et Nico Aldana me disait qu'il était sollicité régulièrement, et d'autres doivent pouvoir en témoigner. La compétence est communale, c'est aux communes de prendre leurs responsabilités et de savoir comment elles réagissent. Donc c'est la première chose que je voudrais dire, mais dans un esprit de solidarité, de débat commun, bien sûr que la communauté veut bien prendre toute sa part, sachant qu'elle ne recevra pas, sauf s'il y avait si elle avait certains sites visés par les opérateurs pour déployer une antenne. Alors elle sera, en ce moment, elle serait interpellée en tant que possédant un site. Alors, on nous dit après que la 5G est au cœur d'enjeux vitaux pour le Pays Basque et l'avenir de nos sociétés. Pas qu'en Pays Basque, partout. Il y a un réel problème de société et d'avenir. Et je crois que le texte qui vous est proposé le reprend et l'explique. Bien sûr qu'il y a des enjeux.
des enjeux énergétiques, des enjeux de santé possiblement, des enjeux de la société dans laquelle on vit, des enjeux qui peuvent servir plus tard dans la reconnaissance faciale. On nous parle beaucoup du côté positif, ce que ça aura au niveau médical, etc. On parle moins d'autres usages qui pourraient être faits de ce type d'équipement et qui le sont déjà à travers des équipements dont nous sommes tous plutôt assez fanatiques. Et c'est pas moi qui vous dirai le contraire, parce que je crois que cette inquiétude et cette évolution de la société, dans tout ce qu'on a pu faire autour de déploiement des antennes, notamment à Bayonne, on a montré notre intérêt et notre engagement. Alors je ne reviendrai pas sur tout ce qui est dit, parce que dit avec d'autres mots, vous le retrouverez dans le texte que vous aurez approuvé. On nous parle de 2 sujets qui devraient faire partie des préoccupations, parce que bon, notre texte est faible, il ne comprend rien, on n'y a rien mis, nous-mêmes comprenons-on le sujet, on n'est pas sûr. La fracture numérique dans le territoire, mais relisez la proposition qu'on fait, enfin, je demande aux auteurs de ce texte de lire les propositions qu'on fait, j'y viendrai à la fin. Une des 4 propositions, c'est bien de s'interroger justement sur l'état du Pays Basque et la fracture numérique, par rapport au déploiement de la fibre, par rapport au nombre d'endroits où la 4G ne passe pas. C'est écrit. Voilà, donc il n'y a pas particulièrement de surprise. Les pistes cyclables, je passe, je ne vois pas le rapport. Nous assistons à un pseudo-exercice de démocratie locale. Bon, ça, c'est la tarte à la crème qu'on sort à tous les moments, à tous les niveaux. Plus démocratique que celui qui parle n'existe jamais, et surtout pas celui qui est obligé d'écouter. Bon, je passe sur ce genre de choses qui sont un peu quand même insultantes par rapport au travail qu'on fait, notamment sur ce sujet. Alors, après, c'est le morceau, on n'est pas au fromage, mais là on est au plat de résistance. Hein. L'histoire du mouton qui va s'informer et négocier avec le loup. Moi, je ne sais pas s'il s'agit de qui, là. En engageant un dialogue avec les opérateurs. C'est-à-dire que quand vous parlez, ou quand vous allez dialoguer ou négocier avec celui qui serait un interlocuteur avec lequel vous êtes en confrontation, ce n'est pas du courage, c'est vous êtes un mouton. Le courage serait sans doute d'avoir un panneau et de dire « moi, le mouton, je ne veux pas être mangé ». L'efficacité, on ne sait pas, hein, parce qu'après, c'est le loup qui dispose. Mais quand on va rencontrer les personnes avec qui on a un problème ou une confrontation, on joue les moutons. Moi, c'est une chose que j'ai du mal à comprendre, mais il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à comprendre dans ce texte. Alors, je vais quand même revenir, et tant pis pour le temps que je vais prendre, sur ce que nous avons engagé. Alors, nous n'étions pas en communauté d'agglomération, mais en ville de Bayonne responsable lors du déploiement de la 4G. Alors, ça mérite d'y venir parce qu'à l'époque, il y avait des maires partout en France qui prenaient des arrêtés. Non, on est contre la 4G, c'est près de l'école, c'est près de la crèche, tout ça. Tout retoqué, poubelle. Bon, c'est effectivement symbolique, c'est un peu d'effet d'affichage aussi, et on savait très bien que ça ne servait à rien. Nous, on s'est posé la question de dire, est-ce qu'on peut être utile? Et comment peut-on l'être par rapport aux habitants et aux habitantes de la ville, par rapport à quelque chose qui nous posait question et qui nous interrogeait de la même façon que la 5G aujourd'hui. Et nous avons intégré, nous sommes portés, ville expérimentale, dans un grand mouvement qui avait été mis en place, où il y avait les villes qui expérimentaient le côté technique et les villes qui expérimentaient le côté information, concertation et protection des habitants. Nous y sommes toujours, ville de Bayonne, 10 ans après. J'ai dû aller des dizaines de fois à Paris, au ministère. Où il y avait les associations, que ce soit Robin des Bois, Priartem, l'ARS, bon j'en passe, parce qu'on est là pour un moment. Et nous y sommes toujours à travers ce qui subsiste encore, et dont je vais donner le nom exact, il n'y a pas de problème, le groupe de travail des radiofréquences mis en place par l'Association des maires de France. Nous avons un poste pratiquement entièrement dédié, un temps plein à la ville de Bayonne, pour continuer à suivre ce sujet. Nous avons fait une charte et nous avons parlé avec les opérateurs, parce que si on l'avait fait tout seul, elle n'avait pas grand intérêt. Elle est signée par tous les opérateurs. Il y a eu la charte d'Amiens, de Paris et la charte de Bayonne. J'espère que tout le monde, de personnes qui écrivent qu'on est des moutons qui se font manger, l'ont lu, parce que ça a été des mois et des mois de travail
et de négociations avec les opérateurs pour les obliger à aller au-delà de ce que la loi imposait. Ça, c'est ce qu'on appelle ce qu'on a gagné, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons participé, à travers ces villes expérimentales, au rapport Brotte, où il y a, je crois, 2 ou 3 pages consacrées à la seule ville de Bayonne. Ça a donné lieu à la loi Abeille, sous le gouvernement Hollande, pratiquement détricotée par la loi Elan sur le gouvernement actuel. Ça, c'est la réalité. Et avec l'AMF, nous essayons encore d'appuyer, de faire avancer, d'aller chercher, là, des avancées dans l'obligation qui reste quand même aux maires, parce que nous n'avons, les maires, je parle là, les communes n'ont très peu de compétences, mais on impose aux maires de faire de la concertation et de l'information auprès de leurs administrés. C'est à peu près la seule chose qu'ils peuvent faire. En ont-ils les moyens? La réponse est non. Et c'est bien là qu'il faut continuer à travailler. Mais ça demande un engagement en moyens humains, financiers et une conviction à toute épreuve. C'est plus facile de demander un moratoire. Et je vous le dis tout de suite, on l'aurait voté en 5 minutes, peut-être. Parce que moi, j'ai eu aussi beaucoup de réactions d'élus de cette Assemblée qui n'étaient pas favorables au moratoire. On n'a pas été saisi que par des gens qui voulaient le voter, croyez-moi. Le problème politique aurait été peut-être qu'on se fasse le ridicule de le mettre au vote et de se faire bananer. Ça, c'est une appréciation personnelle et vous en faites ce que vous voulez. Le Linky peut faire des manifestations contre le Linky. La ville de Bayonne est rentrée en dialogue avec Enedis. Nous avons eu des représentants, y compris de la capitale, reçus par le maire de Bayonne, et nous avons obtenu, ce qui était quand même un scandale par rapport au Linky, que les gens qui souhaitaient le refuser ne puissent pas le faire, et nous avons obtenu que sur la ville de Bayonne, et je crois qu'il y a eu un recul important des premières façons de faire, en tout cas nous on a eu des remontées de citoyens satisfaits, leur refus a été entendu. Au point, il y avait assez rigolo de dire « Ah non, mais l'accord est pour Bayonne et pas pour ailleurs ». Bon, à Enedis, il n'hésite devant aucune spécialité. Mais je veux dire qu'on a eu la même attitude, cohérence. On est allé chercher l'opérateur et on lui a dit « Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas obliger à ce qu'on ouvre la porte de son domicile ». Alors, c'est des moyens peut-être de contournement, en tout cas c'est des rudes batailles qui sont menées, ça je vous le dis. Donc, moi, je ne me sens pas du tout dans la peau du mouton. Hein. Et nous, ce qu'on vous propose, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas quand en sera la réussite, mais en tout cas, on aura été honnête, parce que là, on aura été à la hauteur, on aura mis nos ambitions à la hauteur de... On aura eu l'ambition de nos moyens. Il n'y a rien de pire que d'avoir des ambitions dont on sait que de toute façon, on n'aura pas les moyens. C'est aussi une question d'honnêteté. Parce qu'on peut demander un moratoire. J'ai été quand même... Je vous invite à lire un magazine qui est très écolo, que moi je lis très régulièrement, qui s'appelle Reporter, peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent, et vous lirez L'impossible moratoire des maires. Je crois qu'à peu près tous les arguments que je mets là, vous les retrouverez dans cet article, qui est très intéressant. Et d'où il ressort que le moratoire, on ne l'aura pas, puisque le président de la République a déjà répondu. Vous savez, il s'était occupé des Amish, de tous les Amish de la Terre, pour nous dire à quel point ces Amish-là ne pouvaient pas répondre aux défis de l'écologie contemporaine. La réponse, elle est faite. Qu'a fait le maire de Bordeaux depuis? Il a retiré de toute prise position de la ville le mot moratoire. Il a retiré. Qu'a dit le maire de Grenoble? Il a dit... C'est un geste politique symbolique. Alors on peut prendre la décision, le débat n'est pas squeezé, la démocratie n'est pas violée, vous pouvez prendre la décision, majoritairement, de mettre le travail qu'on a fait par terre et de dire on vote le moratoire. Ça ne servira à rien, mais on aura fait quelque chose, peut-être pas d'inutile, mais en tout cas absolument pas efficace pour ce qu'on pourrait être tenté de faire pour les habitants du Pays Basque ensemble. Dernier point, le rapport de l'ANSES. Il devait être rendu ce mois-ci.
Alors je vous le dis, on le sait grâce au groupe de travail, il est repoussé à décembre 2021. Moi, je vais prendre un risque. Je vais vous dire ce qu'il va contenir. Il va vous dire, l'ANSES ne peut pas se prononcer sur des problèmes sanitaires, enfin problèmes sanitaires et médicaux par rapport à la 5G, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'expérience et de recul pour le faire. C'est pas difficile, c'est ce qu'il a écrit sur la 4G. Dans la même temporalité, dans la même façon de faire, un rapport d'étape qui donnait l'espoir à ceux qui combattaient la 4G, puis ensuite le gouvernement qui donne les fréquences, donc on est après la bataille, et à la fin, l'ANSES qui dit on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour vous répondre. Voilà. Donc là, je prends les paris, je pense que je risque pas grand-chose. C'est comme ça qu'on va atterrir. Alors j'en finis sur les propositions. Je m'excuse d'avoir été un peu longue, mais il y a des fois des choses qui agacent atrocement, et puis bon, il vaut mieux libérer la parole. Exprimer le positionnement et les craintes et les questionnements du territoire auprès de l'État, seul compétent. Bon, vous les relirez. Ça reprend exactement ce que j'ai dit, ça reprend exactement ce qui est dit avec d'autres mots. Et nous les avons toutes relevées, qu'elles soient sanitaires, sociales, énergétiques, changement de société profond aussi peut-être, danger pour les libertés individuelles. Tout ça est dit, c'est tout. Réunir les opérateurs et demander les cartographies de couverture. Alors, on a trouvé intéressant, les opérateurs ont une obligation, qui est celle de la couverture du territoire. À ce jour, ils ne la remplissent pas. Donc on va aller les chercher sur le terrain où ils sont, en décalage par rapport à ce que la loi les oblige. Et on va leur dire, avant de nous parler de 5G, mettez le territoire à niveau. Et on va exiger une cartographie, on aura une véritable vision de ce que c'est le territoire aujourd'hui, là où il y a des problèmes, là où c'est couvert et là où ça ne l'est pas. Ce n'est pas encore gagné, parce que je vous assure que les négociations ne sont pas toujours aisées. Mais on va le faire. Enfin, on vous propose de le faire. C'est soumis à votre assentiment. Et je pense que ça sera une façon de rentrer en dialogue avec eux et de leur dire, vous allez vers les communes pour différents projets. Qu'est-ce qu'on pourra arriver à faire, notamment pour augmenter les délais de réponse des communes souscrivant à leurs obligations d'information et de concertation des habitants. Alors je dis ça étant d'arrêt, c'est ce qui est demandé aussi par l'AMF. Après, attention, les collines, il faudra le faire. Commune par commune, projet par projet. Ça vous demandera un investissement et un engagement commune par commune. Nous, on le fait depuis 10 ans, on continuera. D'autres communes sont prêtes à le faire. Mais j'attire votre attention que ça sera vous qui aurez des demandes et vous qui devrez y répondre. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est tirer l'élastique des délais pour que vous ne soyez pas submergés. Nous, actuellement, là, avec nos 30 dossiers, on ne sait plus trop où on en est. Je vous le dis, ce n'est pas simple. Mais bon, je propose qu'on ne lâche rien. C'est la deuxième chose qu'on peut faire dans la concertation avec les opérateurs. Et je vous assure qu'on obtient aussi des résultats. Nous, on a eu des équipements qui n'ont pas été posés, des équipements qui ont été modifiés. Ça se fait, et je crois qu'ils ont compris aussi une chose, les opérateurs, c'est que quand ça se fait dans la concertation et dans le dialogue, quand quelque part la commune est un peu garante que ce qui va être posé ne va pas avoir au niveau des émissions d'ondes électromagnétiques d'impact sur leur appartement, sur leur maison, c'est-à-dire d'impact possiblement problématique au niveau santé, on a des gens qui sont dans un degré d'acceptabilité qui est quand même plus satisfaisant. Donc c'est aussi une façon pour eux d'éviter un certain nombre de difficultés qu'ils avaient lors d'installation dans certains quartiers. Le dernier point, enfin celui qui concerne l'accompagnement des communes dans la compétence du sujet, c'est à nous aussi, après tout le débat qu'il y a eu ce matin, de savoir où on met le curseur. Parce que si la communauté d'agglomération doit s'engager à faire le travail à la place des communes, ça veut dire que ça demande une personne idoine, une ou peut-être voilà. Il y en a une à Bayonne, donc vous voyez à l'échelle de la CAPB ce que ça veut dire, pour instruire chaque dossier en lien avec vos services d'urbanisme.
Donc c'est assez complexe. Ce qui est proposé là, c'est plutôt qu'on fasse de l'information aux communes, qu'on les aide à mettre en place une procédure, une description de procédure, et qu'ensuite, elles prennent la main. Parce que si on s'engage au plus loin, on revient dans ce qu'on a dit tout à l'heure, 21 compétences et les moyens qui vont avec. Et là, ça serait, pas une compétence, mais ça serait un engagement complémentaire. Voilà ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui. Je pense que vous avez lu ce texte. Il est le résultat d'une réflexion collective. Je ne vais oublier personne. Il y avait Olivier Allemand, il y avait moi, il y avait Roland Irigoyen, il y avait Eneko Aldana, qui j'oublie, il y avait Solange, voilà, qui ont été les élus qui ont accepté enfin, qui se sont proposés pour qu'on fasse ce travail ensemble. On leur a donné une quantité de documents comme ça, et notamment celle du groupe de travail de l'AMF, parce que c'est vraiment des documents tout à fait récents. Les derniers sont du mois de décembre. Et on est arrivé à ce consensus, je crois qu'on peut dire, et c'est ce qu'on a présenté ensemble au Conseil exécutif, qu'il a adopté, qui vous le propose, à vous de l'accepter ou pas. Mais moi, je voulais revenir un peu sur cette histoire, parce que elle n'est pas neutre, et en tout cas, elle vous indique pourquoi on a fait ce choix plus compliqué, beaucoup plus compliqué, plus honnête, parce qu'au moins on dit à la population qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. On n'essaie pas de les enduire là avec de la farine en leur disant on va demander un moratoire, circuler, il n'y a plus rien à voir, vous êtes sauvés. C'est pas vrai. Si on veut vraiment avoir une action, elle est faible. Je reconnais que c'est pas, mais dans la mesure de nos moyens et peut-être en allant au-delà un petit peu. Ça me paraît beaucoup plus honnête de dire on prend la question à bras le corps et on essaye de faire ce qu'on peut. Merci Madame Bizotta pour cette présentation des interventions, des prises de contribution. Madame Derville. Monsieur le Président, j'interviens ici au nom de mon collègue Bernard Marty, que je représente par procuration, mais je partage ses propos au demeurant. Monsieur le Président, chers collègues, je ne citerai qu'elle, car que peut-on ajouter aux conclusions que la Convention citoyenne pour le climat a tirées en juin 2020 sur le déploiement de la 5G. Mise en place en octobre 2019 par le Président de la République, ce dispositif de concertation, premier de son genre, se voulait pourtant exemplaire. 150 volontaires, femmes et hommes, tirés au sort, citoyennes et citoyens, ni spécialistes, ni militants, qui échangent librement pendant 9 mois avec les plus grands experts. Pour répondre en juin 2020 à la question « Comment réduire d'au moins 40% par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le respect de la justice sociale ?» Concernant la technologie 5G, il est écrit dans le document final voté par 95% des 150 membres de cette commission présents, je cite, « Il faut sortir de l'innovation pour l'innovation, sans prise en compte de l'impact écologique et carbone, ni même de l'utilité pour la population. Par exemple, le passage de la 4G vers la 5G générerait plus de 30% de consommation d'énergie carbonée en plus, sans réelle utilité, pas de plus-value pour notre bien-être. » Et de conclure, la nécessité d'instaurer un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat. C'était la demande qu'il faisait à l'époque au gouvernement. Là, nous savons tous ce qu'il advint de cette opération nationale, malheureusement de pure communication, destinée à sortir de l'ornière de la crise des Gilets jaunes. Dès 2019, les licences furent attribuées, les réseaux physiques déployés et les terminaux commercialisés par les opérateurs, sans compter tous les développements à venir des objets connectés. Sur ce sujet, comme sur la majorité des autres propositions faites par les conventionnels, le gouvernement en place n'a fait qu'éluder et édulcorer, contrairement aux engagements présidentiels. Comme vous l'indiquez dans le projet de délibération sur le déploiement de la 5G, que vous nous soumettez plusieurs mois après la mise en œuvre de cette technologie, et comme le disait Martine Bizotta, la liberté d'action de la communauté d'agglomération est des plus réduites. En dehors de tout dispositif de concertation citoyen, vous nous proposez donc de transmettre les inquiétudes locales, de pérenniser un groupe d'élus
chargée d'assurer l'information institutionnelle et celle des populations, et d'imposer le respect des paysages et du patrimoine, mais sans en préciser réellement les outils. Tout au plus, retenons-nous la demande que vous faites auprès des opérateurs d'une cartographie de la couverture territoriale par la fibre et la 4G, mais sans que vous en fixiez un délai d'obtention. Nous vous demandons aujourd'hui, si vous l'espérez, ce que nous espérons, que vous nous la communiquiez et que vous rendiez publique cette cartographie, en souhaitant que vous l'obteniez un jour. Enfin, nous rappellerons que le déploiement de la technologie 5G, qui nécessite des relais très proches les uns des autres, va indiscutablement aggraver encore une fracture numérique qui existe déjà entre le littoral très urbanisé et l'intérieur du Pays basque. À la lumière de vos propositions, qui nous semblent malheureusement bien modestes face à l'enjeu que représente le déploiement de la technologie 5G au Pays basque, alors qu'il aurait constitué un véritable sujet de concertation citoyenne face à un risque d'évolution sociétale majeure, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie, par mon intermédiaire, d'avoir écouté mon collègue Bernard Marty, Monsieur le Président. Merci. D'autres interventions avant que Martine Bissota réponde? Non. Madame Bissota aussi. Olivier Allemand. Oui, juste pour compléter un petit peu les propos de Martine, c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette commission que vous avez bien voulu voir naître, Monsieur le Président, c'est bien la diversité de sa composition, avec la diversité de nos points de vue, la répartition aussi territoriale, parce qu'effectivement, c'est aussi un sujet de fracture numérique entre l'urbain et le rural. Et je voudrais là aussi réagir par rapport effectivement au tract qui nous a été distribué à l'entrée sur le fait que, bien évidemment, nous avions à disposition, en préparant ces réunions, tous les documents et toutes les contributions de toutes les associations qui soient pour ou contre la 5G. Il ne faut pas croire que nous avons pris notre rôle à la légère. La preuve en est, c'est que ce débat a été plus long d'ailleurs que prévu, puisqu'on a dû retarder l'écriture de ce rapport par rapport à qui était prévu lors de du dernier conseil communautaire. Donc ça veut dire que les remarques de la Convention citoyenne ont bien été aussi lues, relues et apportées à ce débat. Sur l'intérêt de bien connaître le zonage déjà des zones 4G, des zones blanches, je veux rappeler ici que il y a comme dispositif, en tout cas, pour forcer les opérateurs à s'emparer de ces zones blanches qui sont souvent moins rentables pour eux. Il y a le dispositif de New Deal 4G qui est directement imposé par l'État et actionné par décret par le secrétaire d'État au numérique. Et ça veut dire que tous les 6 mois, il y a des décrets qui imposent aux opérateurs de développer la 4G dans des zones blanches à condition que celles-ci soient remontées par les élus. Et là aussi, l'importance du zonage qu'on va demander très très clairement aux opérateurs, il vient de là. J'en veux pour exemple concret l'application de l'arrêté qui a été pris en décembre pour 5 communes du Pays basque, pour Yoldi, pour Moncayol, pour Arotz, pour Saint-Engras et pour Armendaritz. Et la réunion de mise en œuvre et de déploiement de la 4G dans ce dispositif pris par arrêté ministériel du New Deal, on a une réunion le 2 avril pour pouvoir mettre avec ces 5 communes et les 5 maires associés pour lancer le déploiement de la 4G dans ces zones blanches. Ça veut dire qu'il nous faut très clairement identifier les zones blanches. Il y en a partout, dans toutes les communes, même certaines plus urbanisées que d'autres. C'est pas une question de fracture territoriale. Et pour répondre à cette notion de fracture numérique, je pense sincèrement que c'est vraiment le déploiement de la fibre qui va résoudre cette fracture numérique, tout simplement à cause de la temporalité. Le débat de la 5G qu'on a aujourd'hui, le vrai déploiement de la 5G, il commence en 2023 pour une estimation de fin de déploiement sur le Pays basque en 2035. Aujourd'hui, le choix qui a été fait pour le déploiement de la fibre, le choix c'est un déploiement sur l'ensemble du territoire du Pays basque à 2023. Ça veut dire que même s'il y a quelques retards, parce qu'on sait pertinemment que ça reste des objectifs, ça veut dire qu'on va être complètement dans la deadline qui a été fixée pour le gouvernement, c'est-à-dire que l'ensemble du pays soit fibré d'ici 2025. Donc la réduction de la fracture numérique
elle sera bien résolue plutôt par la fibre que par la 5G, et peut-être compléter en disant que on parle beaucoup des impacts environnementaux, mais juste là aussi, 4/5 de l'impact environnemental du numérique, hein, il est dans le petit appareil qu'on a là, il est dans le téléphone. Aujourd'hui, c'est 4/5 de l'impact environnemental du numérique, c'est le téléphone portable, parce que les Français et donc les habitants du Pays Basque changent en moyenne de téléphone portable tous les 2 ou 3 ans, et c'est bien ça qui pollue le plus. Merci, Monsieur le Président. Merci. Oui, Egoitz Utekoetxea a la parole. Bai, barkatu. Beraz, nahi nuke hitza hartu bosgaren gaia dela eta abenduaren 19an hitza hartu nuen deia, nun eta aipatzen genuen ez dela soilik teknologia berri baten, ez ginela soilik teknologia berri baten garapenazari, baizik eta jendarte paradigma aldaketa bat eragingo zuen teknologia baten ezartzeaz. Eta horrek galde egiten zuela egiazko eztabaida demokratiko bat biltzarruntan, besteak beste. Ikusten dugu beraz eginik izan den proposamenean moratorioaren ideia bazterturik dela. Egiten diren proposamenak aintzat hartzen ditugu, baina iduritzen zauku egina den proposamen hontan hain zuzen, hau da, Etxegarai lehendakariak desmartxa bat egin dezan estatu ordezkarien eta operadoreen aintzinean gure kezka adierazteko, iduritzen zaigu moratorio batek indar gehiago emanen liokeela desmartxa hortan. Beraz, moratorio horik izan ezean, ez dugu proposamen honen alde bozkatuko. Donc, lors du Conseil communautaire du 19 décembre dernier, nous avions demandé qu'un débat démocratique sur l'implantation des infrastructures de la 5G ait lieu dans cette Assemblée. Donc, il s'agissant d'une innovation technologique qui aura des répercussions et qui, à terme, revient à un changement de paradigme avec des conséquences sociétales considérables. Donc, la position qui a été prise qui a été soumise aujourd'hui au vote n'est pas satisfaisante. On prend acte, il y a un travail d'information qui est proposé. Elle prend acte des inquiétudes qui ont été portées par de nombreux élus. Il nous est indiqué que les élus locaux ne sont pas compétents en la matière et que seule l'autorité de l'État peut intervenir. Donc certes, ce n'est pas tant de compétences qu'il s'agit, mais de légitimité de cette Assemblée. Donc une demande claire de cette Assemblée en faveur de l'instauration d'un moratoire aurait un impact symbolique d'autant plus important qu'elle renforcerait la position du président de la CAPB dans son intervention auprès des services de l'État et des opérateurs. Donc à ce jour, les communes d'Andaï, Asquin, Biriatou, Ustaritz, Itxasu, Sempe, Laons, Ayer, Moléon, Saint-Martin d'Arberou ont réclamé un moratoire sur le déploiement de la 5G. Donc, à défaut d'une demande explicite de moratoire, nous n'allons pas voter la proposition qui nous est présentée. Très bien. Oui, Monsieur Saint-Esteban. Monsieur Esteban. Merci, Monsieur le Président. Ça, peut-être un jour, mais je ne le saurai jamais. Finalement, cette délibération, elle souffle le froid et le chaud. Elle est effectivement consensuelle. On sent là qu'il y a 5 élus d'un groupe de travail qui s'est créé, on ne sait pas trop comment, mais enfin, il y en avait qui étaient pour le moratoire et puis d'autres qui étaient contre. Certains étaient pour la 5G, d'autres étaient pour la diffusion de la 4G. On sent clairement qu'il y a eu un débat et il est riche et intéressant. Moi, j'en doute pas. Mais il aboutit forcément sur une délibération qui est floue. Elle est floue aussi parce qu'elle ne tient pas compte d'un élément essentiel. Répondre à des associations qui nous ont distribué un tract, bon, je veux bien, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, les rencontrer, discuter avec ces associations pour les prendre en compte leur opinion, ça c'est la démocratie participative. Et sur cette thématique-là, ça aurait mérité parce qu'il y a un principe que l'on appelle le principe de précaution. Et l'ANSEE n'a pas encore terminé ses études. Et je pense qu'effectivement, comme mon camarade Eskoleri Abai,
Je n'en suis pas des scolerie bien sûr, mais je pense évidemment, comme lui, qu'un moratoire, une demande de moratoire, un peu de courage s'impose, parce que si nous n'arrivons pas à avoir un peu de courage face à l'État, je ne vois vraiment pas comment on aura du courage, on va arriver devant les opérateurs téléphoniques, mais je veux dire que la communauté d'agglomération ou les communes, franchement... On sait comment se posent les antennes, clairement. On le voit, c'est pas sérieux, quoi. Qu'est-ce que vous voulez négocier avec des opérateurs? Voilà. Moi, j'appelle également à voter contre cette décision. Bien qu'elle soit intéressante dans le contenu, hein, je suis entièrement... voilà, je trouvais très intéressant le discours de Madame Bizotta, sauf sur la partie association. Je vous remercie. Bien, Madame Bizotta peut mieux faire. Que va-t-elle répondre? Bon, je vais répondre d'abord à Sandrine Derville par rapport à son intervention. Pas sur le fond, hein, vous avez repris ce qu'a fait la Convention citoyenne et le fameux Amish, c'était la réponse de celui qui a mis en place la... Voilà. Donc, oui, c'est de la responsabilité de l'État. Moi, je dirais aussi, moi, c'est pas pour contre ce que fait ce gouvernement-là. Hein. Tous ont eu leur part de responsabilité dans ce genre d'affaires. En France, on vend les fréquences. Très cher. Les opérateurs, là, ceux qui vont nous manger quand on va les rencontrer, ils vous le disent, hein, on investit des milliards pour avoir les fréquences. Beaucoup de pays européens donnent les fréquences. Et par contre, impose aux opérateurs les couvertures de territoire. Donc l'argent qui n'est pas donné à l'État, il sert au territoire. Bon, sujet de réflexion, hein, parmi tant d'autres dans ce débat de société. Bon, posez la question comme je la pose, vous commencez à comprendre quelle pourrait être ma réponse personnelle, mais pas de l'Assemblée. Alors c'est vrai, tout ce qui a été dit, c'est vrai, moi je souscris à ce qui a été dit. Mais par contre, j'ai un peu de problème avec le vote, Sandrine. Parce que si nous avions soumis une demande de moratoire, vous auriez voté pour. On vous soumet un texte qui vous dit on va s'engager pour le territoire pour essayer d'améliorer les choses et vous votez contre. Là, bon, j'ai une difficulté de compréhension, on en parlera peut-être. Mais c'est vrai que ce que dit le maire de Grenoble, que je partage, il s'agit d'un geste politique symbolique, ça mérite un vote. Il s'agit de s'engager pour essayer de voir comment on peut au mieux servir les intérêts d'habitants. C'est un vote contre. Moi, j'ai quand même quelques difficultés. Par rapport à ce qu'ont voté les communes, moi je suis d'accord, c'est de la responsabilité, de la compétence des communes. C'est à chacun des maires de poser la question à son conseil municipal. Et les votes du Pays Basque peuvent le faire. Nous n'avons pas cette compétence. Nous ne l'avons pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais le débat, il est largement ouvert. Alors, Michel Esteban m'accuse de ne pas parler aux associations. On ne parle pas aux associations. Ben, c'est vrai que pour la 4G, on ne les a pas vus. Pour le Linky, on ne les a pas vus. Et pour les 5G, on ne les a pas vus. Mais on est en dialogue constant. Puis on les lit. Puis on sait lire. Et puis ce que disent les associations, c'est d'autant plus... positif à leur égard qu'on le reprend dans nos documents. Parce que non seulement, et même on n'avait pas attendu de les lire pour le savoir. Ça fait 10 ans qu'on est sur cette question. 10 ans. En tant qu'élu de Bayonne, dire qu'on n'avance pas avec les opérateurs, vous êtes élu bayonnais, je pense que vous avez lu la charte de Bayonne qui dépasse de loin ce qu'a imposé la loi Abeille en 2015 et la loi Elan. Mais des fois, moi, je comprends pas, quoi. Comment peut-on dire qu'on n'avance pas avec les opérateurs? On a fait la démonstration dans cette bonne ville qu'on pouvait. Et vous êtes un élu bayonnais, donc ça aurait été encore un autre élu. Je disais, bon, personne n'est obligé de regarder ce que fait la commune d'à côté. Mais en tant qu'élu bayonnais, vous m'inquiétez quand même. Alors, je vais vous offrir cette charte, comme ça vous allez voir ce qu'on a fait, et je vous dis, les associations y siégeaient. Et Priartem, pendant je me tourne vers Sébastien, parce qu'il a tellement connu ces moments avec nous. Priartem a délégué à chaque réunion que nous avons eue, des dizaines, je pense, soit un professeur de physique dont je ne me rappelle pas le nom, qui était un membre éminent de Priartem, qui était bordelais, soit la présidente elle-même qui venait de Paris.
Voilà, donc excusez le manque de modestie que peut avoir la ville de Bayonne, mais je tiens à le dire parce qu'il nous est renvoyé des choses tellement ébouriffantes que je le dis quand même. Alors, on ne fait pas tout bien, tout partout. J'ai encore des progrès à faire, il me reste un peu de temps, mais je vous assure que non seulement on entend ce que disent les associations, non seulement pour ma part personnelle, je le partage très grandement, mais ensuite je me dis comment je peux être efficace à mon territoire avec votre aide. Eh bien, c'est en essayant de voir comment on peut poser des choses qui nous permettraient d'avancer dans l'intérêt des habitants, sur le domaine de la santé, sur le domaine de leur légitime information, et sur le problème des antennes qui pourraient être posées, parce qu'on a quand même suffisamment d'expérience pour montrer que dans certains endroits, on les a fait reculer, dans d'autres endroits, on les a fait modifier, avec des changements d'azimut, par exemple. Voilà, je vous le dis, je ne vais pas rentrer dans l'histoire technique parce que sinon on n'a pas fini. Alors, ce texte qu'on vous propose, oui, il est le résultat d'une discussion et d'un consensus. Je ne vois pas ce qu'il y a d'offensant à ça. Le Conseil exécutif a donné l'aval à ce qu'il vous a présenté en l'état. Vous pouvez le voter. Vous pouvez voter pour, vous pouvez voter contre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi demander majoritairement, si l'Assemblée le veut, qu'on signe le moratoire. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne m'y oppose pas. Je vous dis simplement l'inefficacité extraordinaire de ce genre de choses. Voilà. Moratoire dont la ville de Paris n'a pas voulu se saisir non plus. Dans un vote récent... Mais la ville de Paris fait partie des groupes qui travaillent avec l'AMF, comme Lille, comme Tours, comme Amiens et comme bien d'autres. Pour une charte, notamment. Bien, y a-t-il d'autres interventions là-dessus? Pour un rapport que je vais mettre aux voix, mais ça sera vote électronique parce que ça sera plus simple pour vérifier les pour et les contre. Le scrutin peut-il être ouvert? Oui, donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos et la délibération donc est adoptée par 167 voix pour, 12 contre et 32 abstentions. Je vous remercie.